Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 4 novembre. Que vous soyez devant votre poste de télé, avec votre tablette en main, votre téléphone ou votre ordinateur, vous êtes les bienvenus sur Monaco Info. Suite du déplacement princier aux États-Unis, vous verrez aujourd'hui le prince et son épouse assister au traditionnel gala de la Fondation Princesse Grace à New York. La réaction à chaud des supporters de la SMFC après la victoire 4-1 hier au soir face à Belgrade en Europa League, ce qui a permis à Monaco de se qualifier pour les 16e de finale. En basket, nous recevrons le président du NBA et nous parlerons avec Eric Elena du début de saison de son équipe féminine de basket qui évolue pour la première fois dans une catégorie professionnelle en Ligue 2. Autre invité, entre la sécheresse sans précédent cet été et des températures particulièrement douces en début d'automne, un prévisionniste de Météo France nous lira l'avenir quant à cet hiver. L'installation des illuminations de Noël sont en train d'être installées un peu partout dans Monaco. Et enfin, la présentation de la prochaine édition du Téléthon 2022 qui se déroulera du 3 au 4 décembre au Grimaldi Forum. Mais avant cela, direction les États-Unis, après Washington. C'est à New York que s'est rendu le prince Albert II, accompagné de la princesse Charlène, pour assister à la traditionnelle soirée de gala de la Fondation Princesse Grace. Cette soirée récompense chaque année une vingtaine de jeunes artistes émergents. Retour sur cet événement avec Alexandra Pani sur des images d'Antoine Ecal. Leur domaine de compétences, le théâtre, la danse ou encore le cinéma. Ces jeunes artistes ont été retenus par un jury de professionnels pour leur talent afin de leur offrir un important coup de pouce dans leur carrière en devenir. Les lauréats reçoivent chacun une bourse de 10 000 $. Gabriela Sacker est une jeune comédienne et productrice d'origine cubaine basée aujourd'hui à New York et vient d'être diplômée de la prestigieuse Juilliard School. You come out of school and of course this career, as you're setting yourself up for success, there is struggle. So it's like an economic support that is super needed. And also they really support you throughout the rest of your career. So knowing that you always have that home base and that you always have a lot of artists that are amazing in their craft right there. They're your contacts, they're your colleagues, they're your community. I think it's just for the long run. It really sets me up for a long trajectory filled with a lot of amazing collaborations and support. Cette fondation a été souhaitée par le prince Régnier III en mémoire de son épouse et de son implication dans les domaines artistiques. Depuis sa création, ce programme a soutenu plus de 800 jeunes artistes. De grands noms de la scène culturelle mondiale actuelle ont fait partie des lauréats de la Fondation Princesse Grace, à l'image de Cary Fukunaga, vainqueur d'un Emmy Awards en 2014 et réalisateur notamment de la série à succès True Detective, ou encore d'Anna Shapiro qui a remporté un Tony Awards en 2008. We have 22 awardees. They are downstairs being celebrated and honored. They are all absolutely incredible talents, and we're really excited to have been able to play a small part in their career. Outre les récipiendaires du Princess Grace Award, cette année, 7 artistes ont reçu une bourse pour un projet spécial et 2 artistes se sont vus offrir une résidence pour leur projet en cours. L'an prochain, la Fondation Princesse Grace célébrera le 40e anniversaire de ce programme de bourse en soutien à ces jeunes artistes en devenir. En amont de cette soirée, le couple princier s'est rendu sur la 5e avenue chez Cartier pour y découvrir de manière confidentielle une future collection qui sera présentée prochainement au public. Cette boutique emblématique de la marque a tissé des liens forts avec la principauté depuis de nombreuses années. Sur la façade de l'immeuble, vous pouvez ainsi voir les armoiries des Grimaldi. En septembre dernier, le magasin new-yorkais a rouvert ses portes après une importante rénovation de plusieurs années. Le prince Albert II, accompagné de son épouse, a ainsi pu redécouvrir le salon Princesse Grace, lui aussi redécoré. Ce salon, aux teintes vertes, pastel, est situé à l'étage et abrite une impressionnante collection de bijoux. Revenons sur Monaco et plus particulièrement au Stade Louis II où la SMFC s'est imposée hier au soir 4-1 face à l'Étoile de Belgrade, dont un triplé de Kevin Volland. Monaco est assuré de jouer les 16e de finale de l'Europa League. Émilie Rousseau a recueilli les impressions du public à la sortie du stade. Franchement, c'était une super soirée et avec un score comme ça, un résultat à la fin, on espère qu'on va aller loin. Voilà. L'équipe était très en forme, un beau triplé de Volland. Pour moi, l'équipe était parfaite. C'était super sympa, l'ambiance c'était très bonne et on a passé un très bon moment. C'était un beau match, ils ont bien dominé, franchement, c'était limite parfait. Après le but, il arrivait un peu contre le cours du jeu. L'objectif c'était de passer, c'était une finale de groupe. Après deuxième de la poule, c'est-à-dire qu'on va prendre un 3e de la Ligue des Champions, donc ça va être quand même pas chose aisée, mais bon,
L'essentiel, c'était de passer ce soir. Hein. Belle affiche. Ouais. Un petit Barça, ça serait pas mal en tirage au sort. Là, il y a des grosses équipes en face, donc voilà, après tout est possible, hein, tout est ouvert. Il faut que ça continue comme ça, la bonne dynamique. On a eu la chance de rencontrer les joueurs la semaine dernière en plus, donc c'est... Voilà, soirée parfaite, que ça continue, Daguet Monégou. Allez Monaco! Ils n'ont peut-être pas participé à la Starac, mais en tout cas, ils ont mis de l'ambiance. Monaco, donc, en 16e de finale, et ça se déroulera en 2 temps, les 16 et 23 février prochains. Le tirage au sort pour connaître l'adversaire aura lieu ce lundi et Monaco pourrait tomber, par exemple, face à Barcelone, la Juventus, l'Ajax d'Amsterdam ou encore le FC Séville. L'équipe féminine de basket du MBA a effectué une incroyable saison l'année dernière au point de se hisser en division supérieure. C'est la première fois que l'équipe féminine évolue chez les professionnels en Ligue 2. Allons nous entretenir avec le président du club pour parler de ce début de saison et de ses ambitions. Eric et Léna, bonsoir. Bonsoir Fabien. Votre équipe féminine évolue en 2e division, hein, pour faire simple. C'est une découverte pour votre équipe. Quel est votre constat là, en ce début de saison ? Le constat, c'est compliqué. C'est vrai qu'on rentre dans la cour des grands. Ouais. C'est en professionnel là. On est des professionnels. On a 10 joueuses qui font que du basket. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais on y va petit à petit, avec beaucoup d'humilité, et on fait un pas après l'autre. Vous avez donc joué 3 matchs en championnat, 2 premières défaites, et enfin une victoire. C'est encourageant pour la suite, pour la prochaine rencontre. C'est samedi à Calais ? C'est samedi à Calais. Alors oui, pour revenir, c'est encourageant. Ouais. On a perdu les 2 premiers matchs, mais c'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose, donc on avait déjà fait le constat qu'on était dans le coup, je veux dire. Après, Batte-Mondeville, qui est le plus gros budget, qui est l'équipe annoncée, qui est arrivée à Monaco invaincue, et ça, c'est sûr que c'est une grosse perf. Parlez-moi de cette équipe-là du MBA, parce qu'elle a été complètement, ou en grande partie, changée en intersaison. Le règlement déjà nous impose d'avoir 4 joueuses de moins de 23, on n'en avait pas l'année dernière, donc c'est sûr que ça prend de la place. Après, on a voulu vraiment travailler sur un équilibre avec le coach, et c'est vrai qu'on a 7 nouvelles joueuses. C'est très jeune, ça part de 18 ans à 27 ans la plus vieille. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de volonté, d'envie, il y a un peu d'inexpérience, mais ça travaille dur. Et puis surtout, il y a de la qualité. Et vraiment, je ne suis pas inquiet du tout. Vous avez dit qu'il y a de la qualité. Alors quelles sont justement les forces, peut-être les faiblesses de l'équipe ? Alors les forces, c'est des guerrières. Je veux dire, quand on voit le match de samedi, j'ai quand même 3 joueuses qui ont joué 44 minutes d'affilée. Ouais. C'est énorme, je veux dire. Et après, les faiblesses, c'est notre manque d'expérience. On essaye avec le coach, mais ça se passe bien. En réalité, c'est une faiblesse, mais on est en train de vraiment améliorer la chose et je suis confiant pour l'avenir. Avec la sœur d'un joueur que toute la NBA s'arrache, hein, c'est Victor Wembanyama. C'est original d'avoir sa sœur comme ça dans l'équipe. Alors, c'était pas voulu, c'était pas... Ouais. Eve, c'est pas un coup de com'. C'est pas un coup de com', non. Eve, c'est une excellente joueuse. Malheureusement, elle est blessée en ce moment, mais c'est vraiment une de nos pioches, vraiment, où on est très fiers. Beaucoup de clubs étaient dessus. Elle est blessée en ce moment, mais elle a joué. Hein, elle a joué le premier match. Ouais. Elle a fait un gros match, 10 rebonds, je crois 14 points, un truc comme ça. Très très bonne joueuse et surtout très belle personne. Voilà. C'est un peu aussi ce qu'on a refait cette année, c'est que vraiment on a mis des personnes qui viennent, qui respectent beaucoup de choses. Et Eve fait partie de ces joueuses d'avenir qui va certainement un jour s'installer en équipe de France et qui va... Voilà, c'est l'avenir, comme son frère. L'objectif, très concrètement, c'est le maintien, c'est un peu plus, c'est beaucoup plus. Alors l'objectif, c'est d'en laisser 2 derrière nous pour être encore en Ligue 2 l'année prochaine. Ouais. Maintenant, on a fait un bon coup en Coupe de France en sortant Charnay, qui est la grosse équipe de Ligue 2. Là, on reçoit Toulouse mardi. Bon, c'est de la Ligue, je pense que ça va être très très dur, mais on va y aller. Hein. Et l'objectif, c'est le maintien. Voilà. Après, si on peut prendre autre chose, on prend. On va se gêner, mais le maintien, c'est l'objectif principal. Et la relève, elle existe? Parce que vous avez les équipes mineures aussi féminines. La relève, elle existe. Et puis, cette année, on a tout restructuré. Et puis, on a d'excellents résultats. On a une équipe, je crois, en U13 qui est invaincue.
Je crois que les U15 aussi. Voilà, donc ça monte. Et on est en train de travailler pour vraiment développer. Voilà. Vous jouez à l'Annonciade dans le gymnase de l'ancien lycée. Ça vous convient? Vous aimeriez un autre standing? Ça vous suffit? Aujourd'hui, je pense qu'il faut, c'est sûr qu'on voudrait jouer dans une salle un peu plus adaptée à notre statut sans être prétentieux. Mais aujourd'hui, on a quand même conscience qu'on est à Monaco, 2 km², il n'y a pas des gymnases partout. Donc on fait des efforts. Voilà, on essaye de l'embellir le maximum. C'est vrai qu'un parquet serait extraordinaire parce que c'est vrai que le sol est très dur. Et toutes les équipes qui viennent nous font la remarque. Et donc c'est peut-être stratégique de le garder en fait. Oui, c'est sûr qu'elles ne sont pas à l'habitude de jouer dans des sols aussi durs. Mais voilà, après, aujourd'hui, on est à Monaco. Je veux dire, on nous a aidés, on nous aide. Et voilà, et on va essayer d'améliorer. Et j'espère qu'un jour, on aura un gymnase voilà, qui est digne de ce nom. Oui, en tout cas, avec une chaude ambiance chaque match. Ah, ça c'est sûr. Même contre Mondeville, c'était les vacances. Je pensais qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de monde. La salle était pleine. Et puis c'est vrai qu'on est souvent, il y a le feu dedans. Moi j'appelle ça le petit beau blanc monégasque, mais c'est vrai qu'il y a du bruit. Vous regardez, les filles suivent les résultats de la Roca Team, ce sont des joueurs inspirants pour elles? Oui, bien sûr. De toute façon, on parle, je vous dis sérieusement, quand on est en déplacement, on parle que basket. Ouais. Donc on regarde le Roca Team, on regarde ce qui se passe en Euroleague, en championnat de France, à l'étranger, voilà, c'est... On vit basket, on mange basket et voilà, mais on dort basket. Et avec des joueurs qui suivent aussi les filles, je pense notamment à Yacouba qui, notamment la saison dernière, a suivi beaucoup de matchs des filles. C'est vrai que l'année dernière, Yacouba est venu plusieurs fois et d'ailleurs on était très fiers. Cette année, j'espère en voir et j'espère peut-être aussi avoir Victor Wabanania venir voir sa sœur un jour, ça serait vraiment... Je crois qu'on mettra un service d'ordre. Mais non, mais voilà. Je crois qu'il y a une communauté basket et on est tous passionnés pour le même sport. Et c'est vrai que voilà, nous, dès qu'on peut, on va voir le Roca Team. Et eux, voilà, de temps en temps, ils viennent nous voir aussi. On est très, très heureux en tout cas. On va peut-être finir sur une pointe de tristesse. On a appris le décès hier d'un pilier du club, Frédéric Bohéro, qui faisait notamment l'étape de marque. J'imagine que vous avez une pensée pour lui. Fred, vous avez dit le bon mot, c'était le pilier. C'est vraiment un pilier du club. C'est quelqu'un qui est là depuis le début, qui travaille, qui a travaillé énormément. Il fait partie de ces dirigeants avec qui on a construit cette échelle pour monter le club le plus haut possible. Et aujourd'hui, il nous laisse un grand vide, non seulement chez nous, mais je pense dans le basket de toute la région, parce qu'il était aussi bien à la salle Gaston Médecin qu'à Roquebrune, qu'à Golf. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, moi, j'ai une grosse pensée pour Annick, sa femme, et Alex et Virginie, ses enfants, et voilà, il nous laissera vraiment un grand vide. Ça ne sera jamais plus pareil. C'est là-dessus qu'on se quitte. Merci Eric et Elena. Merci beaucoup. Sans transition dans le monde de la diplomatie, Lorenzo Ravano, représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, a présenté à Vienne ses lettres d'accréditation à Mme Helga Schmidt, secrétaire générale de l'organisation. De son côté, Frédéric Labarrère, le nouvel ambassadeur de la Principauté de Monaco auprès du Grand-Duché de Luxembourg, a remis ses lettres de créance auprès du Grand-Duc Henri de Luxembourg. La météo perd-elle la tête, ou plutôt la météo nous fait-elle perdre la tête? Entre records de température ou à l'inverse, terrible intempéries. Avec nous ce soir, un prévisionniste à Météo France, Gabriel Lelouch, bonsoir. Gabriel Lelouch, bonsoir. Bonsoir. Nous avons voulu nous entretenir avec vous parce qu'on a l'impression, comme je le disais, de marcher sur la tête avec la météo en ce moment. Avec une sécheresse incroyable cet été, un été indien surprenant au mois d'octobre, et là, début novembre, des déluges. Quel constat vous pouvez faire? Tout est normal pour vous? Alors, effectivement, la situation n'est pas totalement normale. On a observé un mois d'octobre particulièrement chaud sur la France comme sur la région PACA et les Alpes-Maritimes. On a eu un record sur le nombre de jours où la température maximale a dépassé 20 degrés sur Nice. Et Nice est une station historique qui date de 1942. Donc, ça prouve la rareté de cet événement que nous avons connu. J'ai lu même, pour aller au-delà, que sur 12 mois de cette année, il y a eu 9 mois avec une anomalie positive. Qu'est-ce qu'on appelle une anomalie positive? Alors, l'anomalie, c'est tout simplement l'écart entre la température observée et la température normale
moyenné sur les 30 dernières années, en tout cas les 30 années entre 1990 et 2021. Voilà, donc une anomalie positive, pardon, est synonyme de valeur au-dessus de cette normale. Et le mois d'octobre, on l'a dit, a été le plus chaud, d'ailleurs jamais enregistré. Comment est-ce que vous expliquez ça? Effectivement, là, ce qui a été remarquable, c'est la durée de cet épisode de chaleur sur le mois d'octobre et notamment sur son côté tardif, sur la deuxième semaine la deuxième moitié du mois d'octobre. Et en fait, on a eu une situation très dépressionnaire sur l'Atlantique qui a fait remonter des températures, enfin de l'air très chaud des Canaries. Voilà, donc du coup, on a des températures élevées et sur un temps long sur notre pays. À quel point, pour vous, ça peut être inquiétant? Bien, c'est dans le cadre de la problématique actuelle du changement climatique. C'est de voir ce genre d'épisode se produire plus fréquemment. Ils vont se produire plus tôt dans la saison et plus tard dans la saison. C'est la démonstration avec cet épisode. Dans le journal de samedi, nous recevrons un navigateur du Yacht Club de Monaco qui va partir faire la route du Rhum. Quelles sont, pour des navigateurs, les particularités ou les complexités d'une traversée comme ça de l'Atlantique en termes de météo? Quand on traverse l'Atlantique, on fait face à des perturbations qui elles-mêmes traversent l'Atlantique dans l'autre sens. Donc, il s'agit de bien anticiper les trajectoires de ces perturbations et d'en profiter, de réussir à tirer parti des vents qui sont en jeu. Donc, effectivement, le navigateur est souvent un très bon météorologue et doit en tout cas s'entourer de personnes compétentes pour mener à bien son projet. Sans être devin, avec l'été qu'on a eu, l'automne que l'on a, quelle devrait être la météo selon vous cet hiver? À quoi doit-on s'attendre? C'est trop tôt pour en parler ou on peut déjà avoir une idée? Alors, non, on peut évoquer le fait que sur le trimestre à venir, novembre, décembre, janvier, on a a priori des températures qui devraient sur la France être proches des normales. On a la capacité d'avoir une prévision saisonnière qui nous donne des informations en ce sens. Et on n'a pas de scénario qui se dégage concernant les précipitations. Voilà. Donc, pas de tendance de température chaude ou froide, plutôt proche des normales pour les 3 mois à venir. Donc, un hiver normal a priori. Gabriel Lelouch, merci. Merci. En bref, puisque l'on parle de cet hiver, voici une belle initiative dans le cadre du projet Une lumière pour Noël. Vous pouvez découvrir les 2 modèles de carte de vœux 2023 réalisés en partenariat entre Faïtets Monaco et la Croix-Rouge monégasque. En les achetant, vous œuvrez directement en faveur des personnes isolées et défavorisées, accompagnées par les 2 associations. Pour toute information, vous pouvez contacter la Croix-Rouge monégasque. Toujours concernant la fin d'année, les illuminations de Noël sont en train d'être installées un peu partout dans Monaco, comme vous pourrez le constater dans ce reportage d'Anaïs Rioux. Comme chaque année, Noël fait son apparition relativement tôt en principauté. La pose des illuminations a déjà commencé depuis septembre avec les alimentations électriques et poursuit son chemin dans la ville jusqu'au dernier préparatif de décembre. Pas de changement majeur cette année, les habitants et les touristes retrouveront les mêmes motifs que l'année dernière. Les motifs, comme je vous dis, c'est des motifs... il y a des motifs transversaux, il y a des motifs sur poteau comme on fait actuellement. Chose qui a été choisie comme ça il y a déjà 4 ans. Après, il y a 2 ans de ça, ils ont pu changer. C'est des contrats de 4 ans. Tous les 2 ans, ils peuvent changer le choix des motifs. Cette longue préparation en amont s'explique par les plus de 800 décorations qui illumineront Monaco pour Noël. Un nombre conséquent, mais pas de négligence face à l'enjeu environnemental. Toutes les ampoules sont en LED basse consommation. Disons que les illuminations, maintenant, on est basé beaucoup sur la consommation, donc c'est tout du LED, bien sûr. Alors, ça fait ces dernières 10 ans, disons, on a quand même baissé beaucoup en consommation, niveau puissance électrique et tout. La consommation a vraiment baissé, mais de beaucoup, quoi, par rapport à avant où c'était quand même assez important. Prochaine étape, avenue de la Porte-Neuve, avant l'installation du traditionnel village de Noël sur le quai du Port Hercule, après le départ de la foire. La foire qui reste en place jusqu'au 19 novembre inclus.
À quelques semaines du lancement du Téléthon 2022, l'association monégasque pour les maladies rares et génétiques s'est réunie à la Maison des associations pour peaufiner les derniers détails de l'événement qui aura lieu les 3 et 4 décembre au Grimaldi Forum. Émilie Rousseau et Lionel Bernardi étaient également présents. Voyez le reportage. C'est l'un des marathons caritatifs le plus suivi en France et à Monaco. Depuis plus de 35 ans maintenant, et grâce à vos dons, le Téléthon permet de faire avancer la recherche contre les maladies génétiques rares. Grâce à cela, des traitements ont pu voir le jour pour mettre en place une prise en charge médicale adaptée. Là, on commence à être à l'époque des victoires. On a des victoires sur certaines maladies. Il est important de pouvoir élargir ce champ d'action sur d'autres maladies et de découvrir peut-être d'autres maladies avec les gènes manquant et petit à petit arriver à élargir vraiment le champ d'action de ces thérapies. Aujourd'hui, l'AFM Téléthon mène un nouveau combat, celui de pouvoir dépister ce type de maladie à la naissance pour traiter les enfants avant l'apparition des symptômes. C'est pour cela que l'association monégasque pour les maladies rares et génétiques se mobilise une nouvelle fois cette année pour 2 journées Téléthon au Grimaldi Forum. Organisateurs, partenaires et bénévoles se sont réunis pour préparer au mieux cet événement. C'est une belle cause. Chaque année, on fait un concert au Théâtre des Variétés pour une cause différente, pour les smileys. On l'a fait aussi pour la lutte contre le cancer, donc différentes causes qui nous tiennent à cœur. Et puis là, le Téléthon, c'était l'occasion de participer à une jolie cause et puis de venir chanter, ce qui est toujours agréable. On est venu me chercher, j'ai dit oui de suite sans réfléchir. Moi, ça fait longtemps que je suis là, parce que j'avais des amis qui étaient handicapés qui aujourd'hui, malheureusement, sont plus là. Donc c'est pour ça, chaque année, j'essaye d'être présent pour eux. Concerts, lotos et autres animations comme la grande échelle des sapeurs-pompiers viendront rythmer ces journées du 3 et 4 décembre à Monaco. À noter que ce Téléthon 2022 en principauté rendra hommage cette année à Philippe Ferrérol, atteint de la myopathie de Duchenne et disparu en septembre dernier. Art Collect, la plateforme de vente en ligne d'œuvres d'art qui représente plus de 50 artistes, organise sa première exposition multi-artiste à Monaco, à l'espace 22, situé au boulevard d'Italie, jusqu'au 14 novembre. Vous voyez sur ces images le vernissage qui s'est déroulé ce jeudi soir. Le point sur vos prévisions météo avant de refermer ce journal. Comment s'annonce le début du week-end, Frédéric ? Pas un nuage à l'horizon, Fabien. Une journée très ensoleillée samedi avec toujours du vent, mais qui soufflera bien moins fort que ce vendredi. Les températures continueront de chuter avec 9 degrés attendus le matin et 19 l'après-midi. Samedi 5 novembre, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Sylvie. Ça sera fait, merci Frédéric. C'était une belle victoire 4-1 hier au soir au Louis II face à Belgrade, ce qui a permis d'assurer une place de 16e de finale à l'ASM-FC en Europa League. Et ce sont les photos du jour de Manuel Vitali. C'est là-dessus que l'on se quitte. Passez une excellente fin de soirée. Quant à nous, on se retrouve samedi à 19h. À très bientôt. Au revoir. We'll be right back.